أكسجين مصر تحمل الحقيقة إليك. نحن نسعى لإثبات الحقائق المجردة، لأن هذا ما تقتضيه أمانة الكلمة. J'ai trouvé quelqu'un qui est un ami, qui est l'ami d'un officier au commissariat de l'Esbaqueria, où il y avait tous les bars, et j'ai simplifié l'idée. C'est que j'ai dit, je suis en train d'écrire un livre sur centre-ville, qui est plus facile que enquêter pour un roman. Et alors, je suis devenu connu par les officiers. Quand il entrait pour arrêter les gens, il disait « Bonsoir docteur, comment ça va ?» Je vais passer pour un mort-père. Oui, voilà. Bon, alors, on est en train de parler de la façon d'écrire, donc effectivement, tu vis avec tes personnages, tu vis dans le milieu des personnages. Donc on a parlé de l'immeuble jacobien ici, mais encore l'Amérique, Chicago, bon, ben là, c'était aussi ton domaine, mais ça se passe dans un milieu plutôt égyptien, mais tu as créé également des personnages qui ne sont pas égyptiens, qui sont des personnages très importants, des livres qui sont ce professeur et cette femme noire. Tu les as connus, tu as connu... Oui, la formule c'est toujours fiction égale réalité plus imaginaire. Fiction égale réalité plus imaginaire. C'est que ce que vous avez connu, plus ce que vous allez imaginer, peuvent à un moment donné créer une fiction. Alors, moi j'ai étudié en Amérique comme dentiste et j'ai vécu dans ces milieux, soit les milieux égyptiens des étudiants, soit des amis américains. Je dois dire aussi que moi j'ai beaucoup d'amis. Je ne sais pas, peut-être parce que j'étais toujours au lycée Francis Duquesne, j'ai étudié en Amérique après. J'ai tant d'amis qui ne sont pas égyptiens que des amis égyptiens. Eh bien, je ne sais pas, je pense que c'est normal. Alors, j'avais des amis américains de la génération, ce qu'on appelle génération de Vietnam. C'était une génération, c'est un peu parallèle, comme tu sais, à la génération de 19. Oui, exactement. Alors, ils sont tous de gauche, maintenant, ils sont vieux, mais ils gardent, comme ce personnage que j'ai décrit. J'ai connu quelqu'un, j'ai été inspiré par quelqu'un. L'immeuble jacobien, à la fin, tu as eu la chance effectivement que le vieil aristocrate et la jeune fille pauvre se marient, et donc on a plutôt une note optimiste. Mais le roman le plus pessimiste, le plus terrible, c'est Chicago. Est-ce que ça correspond à un moment où, personnellement, toi-même, tu étais désespéré par rapport à... Non, c'est que moi, comme je t'ai dit, je ne peux plus contrôler, je n'ai plus le contrôle. Alors, parfois, par exemple, à Chicago, quand il y a cet intellectuel qui a décidé de lire une lettre politique d'opposition devant le président, je voulais vraiment qu'il réussisse. Mais à la fin, il n'a pas pu. C'est terrible, tu vois. Alors moi, j'étais en train d'écrire ce qu'il est en train de faire. Et à un moment donné, j'étais en train de l'encourager, en disant que tu dois lire, tu dois être courageux parce que il avait une dame qu'il a aimé, tu sais. Alors, à un moment donné, ce qui est normal, hein, parfois, on perd le courage parce que, à cause d'un regard, à cause d'une coïncidence, à cause d'une porte qui s'ouvre, quelqu'un qui entre, qu'on n'a pas, d'une manière inattendue, alors il a perdu le courage. Et là, c'était le regard du président. Le président l'a regardé
Mais pour lui, pour le moment, je ne pense pas que le regard président, c'est nul. Hein. Mais pour lui, c'était vraiment quelqu'un. Il n'a pas pu supporter, parce que quand le président lui a regardé, alors lui, il s'est rendu compte de nouveau de ce qu'il est en train de faire. Alors c'était trop à un moment donné, pas plus. Ceux qui n'ont pas lu ce livre, je conseille fortement de le lire. Et bon, donc je ne vous dis pas de quoi il s'agit exactement, je vous laisse sur votre faim. Si, je pense que la majorité des gens présents dans cette salle ont lu Chicago. Et donc, je voudrais maintenant revenir à la question sur le lectorat. Est-ce qu'il y a une progression dans le nombre de gens qui lisent? Et parallèlement, je crois que je vais poser deux questions en même temps, c'est quelle est actuellement la scène littéraire et intellectuelle égyptienne? Et quel est son accueil quel accueil lui fait la société? Comme l'Égypte avait toujours des grands écrivains, on avait toujours des grands lecteurs aussi, mais il y avait toujours un problème, c'est que la lecture est toujours liée à la société, comment la société se comporte. Alors, par exemple, intéressamment pour moi, c'est que dès 2002 jusqu'à 2013, il y avait les gens lisaient, ils ont été en train de lire la littérature de plus en plus, surtout les jeunes. On ne doit pas oublier que 60% des Égyptiens sont au-dessous de l'âge de 40 ans. Alors, quand je dis les jeunes, c'est la majorité des Égyptiens. Alors, dès 2014, et ça, ce sont les éditeurs qui nous disent cette histoire, dès 2014, on a commencé à lire moins la fiction. 2015 moins, 2016 moins que jamais. Et je trouve ça, je peux comprendre. Parce que s'il s'agit d'une génération de lecteurs, de révolutionnaires, une génération révolutionnaire, une génération qui a fait une révolution pour faire un changement, qui avait l'espoir à un moment donné, qui a donné, qui a payé le prix du changement. Une génération parmi laquelle il y avait des milliers de morts qui ont été tués, des gens qui ont perdu les yeux, il y avait beaucoup de drames. Alors, mais cette génération maintenant est frustrée. Cette génération, je ne peux pas généraliser, mais pas mal de ces jeunes maintenant sentent qu'ils n'ont plus de place dans ce pays, que l'ancien régime est revenu au pouvoir et même pire. Et même pire. Alors, je pense que c'est lié à la fiction parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus besoin, ils n'ont plus envie. Mais je pense que ça ne va pas continuer comme ça. Est-ce que facilement, il y a peut-être moins d'envie de lire? Est-ce qu'il y a moins d'envie d'écrire? Est-ce qu'il y a une production littéraire? Le contraire, c'est que toujours après, moi je crois que la révolution est une ligne et pas un point. C'est que la révolution n'est pas un moment, une époque. Alors ça veut dire que la révolution va continuer. Si on prend la révolution française comme modèle, alors tout le monde sait que c'est pas question d'une semaine ou un mois ou un an, ça doit durer. Alors, ça a duré de 1789 à 1870 d'après un historien de la Révolution. C'est bien. Alors, il y a toujours des vagues révolutionnaires. En Égypte, on a eu 3 vagues révolutionnaires. La première, c'était la révolution janvier. Deuxième, une vague très importante que les historiens, à un moment donné, je suis sûr, vont la découvrir, c'est Mohamed Mahmoud. Et la troisième, c'est le 30 juillet, qui a été kidnappé, à mon avis, par l'ancien régime. Mais de toute façon, ça va continuer. Et après chaque vague révolutionnaire, chaque révolution, il y a des vagues de création. Ça, c'est presque des règles. C'est qu'après 1919, notre révolution,
Il y avait une génération de créateurs, de grands créateurs de cinéma, de romanciers. Alors moi je trouve que la scène est très riche. Mais le problème, on doit voir la différence entre la culture égyptienne, les créateurs égyptiens, les artistes égyptiens, et le système officiel de culture. Ça, c'est autre chose. Et c'est beaucoup moins, et c'est inefficace, et c'est le système officiel de culture en Égypte, il a toutes les maladies du régime. Mais les indépendants, il y a le théâtre indépendant en Égypte, le cinéma indépendant, il y a les... Alors, moi, je suis toujours au courant, parce qu'ils sont mes amis, je présente à mon séminaire hebdomadaire toujours des jeunes artistes et des jeunes écrivains. Alors, je vois que la culture est très riche après la révolution, plus riche qu'avant. Est-ce que, sans dire de nom, est-ce que tu distingues déjà des talents qui vont devenir de grands écrivains? Devenir, tu peux déjà. Oui, non, c'est que, tu vois, un talent c'est une rose. Vous voyez, c'est une fleur. Alors, si tu sais pas si ça va continuer ou non, mais tu peux dire que ce monsieur est vraiment doué. Est-ce qu'il va continuer jusqu'au bout? Il va vraiment utiliser tout son talent? Est-ce qu'il va arriver à faire tout ce qu'il doit faire comme quelqu'un doué? Ce sont des questions que personne ne peut répondre, parce qu'il y a toujours des conditions personnelles. Il y a quelqu'un qui ne veut plus travailler, qui s'en fout. Il y a quelqu'un, dès le premier succès, alors il ne fait plus d'efforts. Il pense qu'il est devenu un grand écrivain, alors c'est fini. Mais il y a des gens doués. Il y a vraiment des gens doués. Et je présente tout le temps des écrivains, et je suis très fier d'avoir présenté des écrivains que maintenant ils sont devenus des stars. Alors, donc j'ai traduit l'imam Yacoubian, j'ai traduit ensuite dans l'ordre Miram Sabira, qu'on a traduit en français d'une façon différente parce que c'est l'éditeur qui a choisi le titre. On a appelé donc J'aurais aimé être égyptien en prenant le début de la phrase prononcée par Mustafa Kamal. Et ensuite il y a eu Chicago, ensuite il y a eu pour la littérature, ensuite il y a eu le club, mais il y a eu aussi en France, nous avons publié, Actes Sud a publié deux recueils d'articles qui ont eu aussi un grand succès. Le premier était appelé Chroniques de la Révolution égyptienne, qui avait repris des articles d'avant. Alors, on avait un peu menti, on avait appelé ça Chroniques de la Révolution égyptienne, mais il y avait des articles d'avant, mais c'était quand même Chroniques de la Révolution, puisque c'était... Et puis, on a aussi, il y avait quelques articles d'après, et puis le second était un choix qui avait été fait un peu par la maison d'édition, parfois, mais la demande de la maison d'édition qui souhaitait un éclairage sur religion, comment était le titre déjà? Tu as choisi un titre incroyable. La dictature, le fanatisme et la dictature, deux aspects de l'extrémisme. L'extrémisme et la dictature, deux aspects d'un même malheur politique, misère politique. Et donc, dans ta production, il y a une production littéraire, donc tu as parlé, tu as dit comment tu réconcevais, mais il y a une production différente. Est-ce qu'elle est tellement différente d'ailleurs? Il y a une production qui est une production d'articles pour beaucoup de gens qui peut-être n'ont pas lu. Et en revanche, énormément de gens ont lu des articles qui étaient publiés dans Solo, d'abord, et après dans Massalioum. Moi, c'est plutôt à l'époque de Massalioum. Jusqu'à 2014, je ne peux plus écrire en Égypte. D'accord. J'écris maintenant à la radio d'Allemagne, qui est Deutsche Welle, le site, chaque mardi, mais je ne peux plus écrire dans les journaux égyptiens. Alors, est-ce que tu peux parler de ces articles que tu écrivais? J'écris... il est impossible de voir là
c'était dimanche? Non, il est impossible de me voir le samedi. Le samedi, ça dépend, mais le dimanche, c'est impossible. Parce que le dimanche, je suis avec l'article. J'écris à la même manière. Il y a pas mal de textes littéraires, comme dans les articles. J'essaye je me pose la question, ce qui est utile. Je m'imagine comme si je vais parler aux Égyptiens, qu'est-ce que je dois dire cette semaine? Ce qui est plus utile que les autres. Et aussi les sentiments, parce qu'il y a la littérature. Alors, j'utilise l'imaginaire. Plusieurs fois, j'ai un article dans lequel j'ai pas commencé par dire, parce que c'est mon métier, alors je peux pas dire. J'ai commencé par dire que j'ai rencontré Gamal Moubarak dans un restaurant. Et on a eu cette conversation avec M. Gamal Moubarak et sa femme, qui est dans le texte très intelligente, plus intelligente que lui. Et à la fin, il a été convaincu qu'il doit quitter la politique et il doit appliquer la démocratie en Égypte. Et à la fin, il y avait, à la fin du texte, il y avait la voix de ma femme qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle me réveille, alors elle me dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec cette histoire ?»« Mais tu avais tout, tu es en train de rêver avec quelqu'un qui tu dis Gamel tout le temps. » Et c'était, alors tu découvres que c'était un rêve. Alors à mon avis, c'est un texte littéraire, c'est pas vraiment un commentaire et c'est pas une analyse politique. Non, mais c'était assez politique quand même. Il y avait aussi une très jolie histoire d'éléphant. Oui, mais je suis un élève dans j'ai étudié les fables de La Fontaine. Et quand j'étais petit, alors ça m'a marqué. Un petit éléphant, le petit éléphant qui est Gamal Moubarak. Et ça, c'était un peu vraiment amusant parce que le général de la sécurité d'État, il appelait tout le temps, chaque mardi, pour dire aux rédacteurs en chef qu'on ne peut plus tolérer des articles pareils et des choses. Alors les rédacteurs en chef disaient que, écoutez, mais ça va donner vraiment l'image de la démocratie pour le régime, pourquoi pas, vous voyez. Et alors j'ai commencé par écrire les histoires des animaux, par dire que dans une forêt, il y a un éléphant qui est très vieux et qui essaye de pousser son fils, le petit éléphant, pour qu'il soit le roi de la forêt. Oui, et j'ai dit que le petit éléphant est tellement imbécile qu'il passe tout le temps à jouer avec l'eau, à faire n'importe quoi, et il y a les chiens qui sont très agressifs, qui défendent le petit éléphant. Alors ça, c'était trop pour le général, vous voyez. Parce qu'il a appelé le rédacteur en chef et il a dit « Mais est-ce que nous sommes des chiens, monsieur ?» Et il a dit « Mais écoutez, mais c'est une histoire d'animaux, il y a les chiens, il y a des ânes, il y a des... Mais pourquoi vous avez choisi les chiens ?» Il a dit « Parce que nous sommes en train de défendre le petit éléphant qui est monsieur Gamel. » Il a dit « Écoutez, c'est votre interprétation. Pour nous, ce sont des animaux. » Vous voyez, si vous voulez vraiment... Et ça va continuer avec les militaires après la chute de Moubarak, parce que j'ai écrit aussi qu'il y avait le lion qui, à un moment donné, on découvre qu'il n'était pas très fidèle à la révolution et il a ses liaisons avec l'éléphant qu'on a chassé. Vous voyez? Alors je trouve un autre général, mais cette fois le militaire, qui me dit vous pensez qu'on est fidèle à la révolution? Et j'ai dit vous dites que vous êtes fidèle. Il a dit alors vous ne devez pas, vous devez comprendre que le lion n'a aucune liaison maintenant avec l'éléphant. Et j'ai dit qu'est-ce que vous racontez, monsieur le général? Il a dit vous avez écrit que le lion sort pendant la nuit
pour parler avec l'éléphant chassé. Et je vous dis que c'est pas vrai. Ça me rappelle une anecdote avec Roda Westphal, quand elle dirigeait le Théâtre National, avait étudié une pièce qui s'appelait Les gens du troisième étage, ou quelque chose comme ça. Il écrivait les méfaits du service secret. Et alors, à la fin de la séance, là, c'était pas un général, c'était au niveau plus bas. Un petit était venu lui dire Madame Roda. Voilà. Donc, on va peut-être écouter à nouveau un petit morceau. Je crois qu'il y en a encore un autre à écouter. Je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude des horaires. On peut parler comme ça de lui. Peut-être qu'on me donne des instructions. Là. J'ai ma honte à l'envers. Oui. On a tout le temps. D'accord. À l'enterrement de mon père, une curieuse froideur s'empara de moi, comme si j'observais ce qui se passait derrière une vitre épaisse. J'insistais pour descendre dans la tombe avec son cadeau, comme pour lancer un défi à ce qui se passait, comme si je voulais aller jusqu'au bout de l'événement, comme si je voulais appuyer fort sur la blessure pour en sentir au maximum la douleur. L'ombre du tombeau se referma sur moi, et je me sentis atterrée. Comme cela était étonnant. Je regardais cette fosse obscure et fraîche, cette dernière station, la fin de la vie. Toute cette lutte violente, acharnée que nous menons, n'a d'autre fin que cette fosse. Ici, toutes choses sont égales. La joie et la souffrance, la pauvreté et la richesse, la beauté et la laideur. Notre capacité à vivre est étroitement liée à notre oubli de la mort. Si nous avions profondément la mort en mémoire, si nous pensions que la mort est une chose qui peut arriver à n'importe quel instant, nous ne pourrions pas vivre un seul jour. Avec la mort de mon père, se tournait une page de la vie de notre famille. En dehors de Saïd, qui suivait sa propre logique, nous avions tout changé. Nous avions été brisés. Nous étions devenus orphelins. Est-ce que le fait d'être orphelin, c'est la perte du père ou de la mère? Est-ce ce sentiment? Est-ce une expression du visage, un comportement, ou bien tout cela à la fois? Les premiers jours après le décès de mon père, ma mère le pleurait sans interruption. Elle lui parlait comme s'il le voyait. Pourquoi nous as-tu quittés et laissés seuls Abdou? Elle lui faisait des reproches et semblait en colère contre lui, comme si c'était lui qui avait décidé de la quitter. Peu à peu, ma mère sécha ses larmes et interrompit ses cris, puis se résignait. Son apparence changea. Elle se dessécha. Elle devint plus rugueuse. Elle se racornit. De femme qu'elle était, elle devint une veuve. Cet éclat lumineux et tendre qui émanait d'elle lorsqu'elle était heureuse et qui proclamait sa féminité s'enfuit à tout jamais et laissa à sa place une sévérité mêlée d'amertume. Son beau visage sombre avait maintenant l'air courroucé et sur le qui-vive, comme si elle avait été cruellement trahie et qu'elle ne permettrait plus jamais que cela recommence. Un soir, alors que je rentrais de l'université, elle m'accueillit en disant « Tiens-toi près de moi, nous irons ensemble à l'automobile pour réclamer les droits de ton père. » Le jour suivant, j'allais avec ma mère au bureau de M. James Hunt, le directeur du club. Notre vie provoqua un sincère sentiment de tristesse chez les employés du club. Je leur serrais à tout la main. Mon père m'avait présenté à eux lorsque j'avais visité le club. Ils vinrent tous nous exprimer leurs condoléances. Les portiers, les suffragies, le Khawaga Komanos, Sheikh, Youssef Tarbouche, même Rekabi le cuisinier, courut vers nous dans sa tenue de travail blanche, sa grande toque sur la tête. Il serra la main de ma mère et me prit dans ses bras avec émotion.
Derrière leur accueil et leurs condoléances, il y avait quelque chose de suspendu dans l'air. Une phrase tronquée qu'ils me diraient jamais que laisser paraître leur visage. Le plus courageux fut le bonhomme qui dit en me serrant la main. Que Dieu est ton Père en sa sainte garde. Nous déplorons une grande perte. C'était un homme dans tous les sens du terme. Dieu le récompense pour les injustices qu'il a subies. Monsieur Wright nous reçut dans son bureau avec une amabilité de convenance. Il s'inclina en serrant la main de ma mère et lui présentant ses condoléances, puis nous fit signe de nous asseoir. Il parlait lentement en s'appuyant sur l'articulation des sons pour rendre compréhensible son arabe approximatif. Je sentis dès le premier instant qu'il était froid, lointain, insensible. Je compris qu'il avait fixé un cadre strict et immuable à sa rencontre avec nous. Je m'assis sur le fauteuil le plus éloigné et ma mère en face de lui. Elle lui dit d'emblée d'un ton sérieux avec concision: « Nous sommes venus vous voir pour que vous nous indiquiez comment obtenir le règlement des droits financiers de défunt. » Comme s'il s'attendait à la question, il répondit immédiatement: « Vous avez droit à une indemnité de fin de fonction. Je vous l'enverrai à la maison avant 2 jours. » Ma mère serra les lèvres et regarda le visage de M. Wright avec soin, comme si elle essayait de deviner le sens de cette dernière phrase. Puis elle demanda: « Et qu'en est-il de la retraite du défunt ?»« Malheureusement, il n'y a pas de retraite, répondit M. Wright, en fixant ses yeux bleus sur nous, comme s'il était préparé à n'importe quelle réaction. Ma mère lui demanda: « Le défunt a travaillé plus de 5 ans au club. Comment pouvez-vous laisser ses enfants sans retraite? Nous allons leur donner une indemnité. L'indemnité, quel que soit son montant, sera épuisée au bout de quelques jours ou de quelques mois. Nous avons droit à une retraite. » J'étais admiratif de ma mère qui ne se pliait pas ni ne mentait. Elle était venue demander son droit à la tête haute. Le visage de M. Wright se congestionna et lui répondit d'un ton qui montrait qu'il était sur le point de perdre patience. « J'aurais aimé vous aider, mais je suis tenu par le règlement de l'Automobile Club, qui ne stipule aucune retraite. C'est un règlement injuste. Peut-être il est injuste, mais je ne peux pas aller contre. » Ma mère eut un sourire ironique. « Est-ce que ce règlement est tombé du ciel ?» Monsieur Wright la regarda avec embarras. « Je vous en prie. » Ma mère, en colère, ne tint pas compte de son avertissement et haussa la voix. « Lorsque vous mourrez, est-ce que le club ne paiera pas de retraite à vos enfants ?» Monsieur Wright ne s'attendait pas à cette question, mais se ressaisit vite. Son visage prit une expression dure et il dit avec impudence: « Oui, il y aura une retraite pour ma famille lorsque je mourrai, tandis qu'il n'y a pas de retraite pour vous. Vous avez seulement droit à une indemnité. Pourquoi? Parce que l'Automobile Club ne paye pas de retraite aux Égyptiens. Il y a une retraite pour les Européens seulement. Est-ce que les Égyptiens n'appartiennent pas à l'humanité comme les Européens? Est-ce que leurs enfants n'ont pas besoin d'argent comme les enfants des Khawaga? Ce que vous dites peut être vrai, mais ce sont les Européens qui ont inventé les voitures, et ce sont eux qui les ont introduites en Égypte, eux qui ont appris aux Égyptiens à les utiliser. Ce sont les Européens qui ont construit l'Automobile Club et eux qui le dirigent, tandis que le rôle des Égyptiens se limite au service et au gardiennage. On ne peut donc pas mettre au même niveau les droits des Européens et ceux des Égyptiens. Oui, comme tout à l'heure, dans l'imam Yacoubian, c'est toujours le thème de l'injustice qui est dans la trame de ce roman, comme de beaucoup d'autres. Et ici, nous sommes dans notre période historique, c'est la période où les Juifs jouaient une
certaine indépendance et même en même temps soumise à l'occupation, à la présence militaire et britannique et à la présence assez forte aussi de l'ambassade de Grande-Bretagne. Et donc les personnes qu'on voit sont victimes de cette relation de type colonial qui existe. Alors, pourquoi tu écris un roman historique? Pourquoi tu choisis d'écrire un roman historique? Moi, je ne me sens pas très confortable avec les adjectifs comme historique. Je sais que tu es d'accord avec moi parce qu'il y a un roman, on est d'accord seulement sur la littérature. Non, non. Alors, mais vraiment, c'est qu'il y a un roman, il n'y a pas un roman. C'est ça qui compte. Il y a un éditeur, le fondateur de ma maison de publication italienne, qui s'appelle Giangiacomo Feltrinelli, a dit il y a deux genres de romans seulement pour lui, pour moi, des romans vivants et des romans morts. Et moi, je publie seulement des romans vivants. Alors, c'est pas question de l'histoire, ou bien peut-être c'est un challenge d'essayer de trouver dans une autre époque, de poser les mêmes questions humaines dans un autre contexte. Mais pourquoi? Parce que moi j'étais lié, mon père était l'avocat de l'Automobile Club et il m'a amené quand j'étais petit. Il y a aussi un Automobile Club ici à Alexandrie. Il était très joli. Alors il m'a amené et moi je passais des journées avec les serviteurs qui étaient à l'époque, on parle de quand j'étais petit, c'est la fin des années 60 par exemple. Alors la plupart des serviteurs avaient travaillé avec le roi. Alors il m'a raconté tout le temps des histoires de roi, comment il venait ici, il jouait là. Alors peut-être que j'ai gardé tout ce monde sur moi et à un moment donné j'ai senti que je dois l'écrire. C'est pour cela que je suis d'accord avec Isabelle Iedi qui dit que la nouvelle tombe, ça c'est une phrase d'Isabelle Iedi, la nouvelle tombe sur ma tête comme une pomme, mais le roman, je dois travailler tous les jours pour le découvrir et après continuer à travailler pour l'écrire. Parce qu'elle pense, et je suis d'accord, qu'on n'invente pas le roman, mais on le découvre. C'est pour cela que je suis lié à ce lieu, à l'Automobile Club. Alors, je vais poser une dernière question avant de laisser la parole à la salle. Qu'es-tu en train de découvrir? L'expérience, j'écris mon roman sur lequel je suis au milieu maintenant. C'est un roman qui se passe pendant la révolution égyptienne. Et je présente des personnages de l'époque de notre révolution en Égypte. Des personnages pour la révolution et des personnages contre la révolution. Aussi, il y a des événements qui ne sont pas historiques, mais qui sont vrais. Il y a des massacres, il y a tout. Mais ce qui compte pour moi plus, c'est être capable, j'espère, être capable de présenter cette grande révolution à travers un roman. Et ces grands révolutionnaires avec lesquels j'ai vécu et que je connais, d'essayer de faire de ces grandes personnes vraiment des personnages vivants dans le roman. Je crois qu'il est temps maintenant de laisser la salle s'exprimer, poser des questions. Pas s'exprimer, poser des questions. Allez, le micro. Je vois une question, madame. Pas très bien. J'ai des questions. La première, c'est quels sont tes conseils aux ceux-ci qui veulent être des écrivains
Le conseil à qui? Quels sont tes conseils Oui, à qui? à ceux-ci qui veulent être des écrivains? La deuxième question, c'est quel est ton avis à propos d'un genre de littérature qui s'appelle le surréalisme? Très bien. Merci. La première question, c'est qu'on doit être, au commencement, on doit être sûr qu'on est doué. Sinon, on va perdre du temps et torturer les autres, tu vois. Ça, c'est vraiment, c'est évident, mais c'est pas vraiment évident pour tout le monde. C'est la première condition. La deuxième, c'est que dès que vous êtes doué, ça veut dire que vous devez avoir l'écriture comme la chose la plus importante de votre vie. L'écriture doit être la chose la plus importante. On peut pas vraiment avoir deux choses. On peut pas penser à la littérature et à l'argent non. Vous devez avoir tout le temps, quand vous faites des choix, la littérature doit être numéro un. Il y a des gens qui ne sont pas capables. Il y a des gens qui ne sont pas capables de faire ce choix parce que c'est difficile. Ça veut dire que chaque jour, pendant des années, vous devez travailler seul dans un bureau. Et maintenant, au commencement, c'est plus difficile parce que vous n'êtes pas connu et vous n'êtes pas sûr que vous allez avoir le succès. Alors, vous continuez à travailler, mais c'est très important. Alors, ce sont les deux conditions que je vois. Le mouvement du surréalisme, c'est très connu, on étudie, et je trouve qu'il a ouvert beaucoup de portes, mais aussi je dois dire qu'en littérature, je vous dis que c'est très facile, très facile, en littérature, d'écrire un texte que personne ne comprend. C'est vraiment, tout le monde peut faire ça. Quelqu'un qui tombe amoureux avec une mouche ou tu vois, mais qui vit dans le ciel et après il va chercher la piscine, je sais pas quoi. Et ça vous donne, pour les gens qui sont pas doués, ça vous donne vraiment une position très forte. Quand vos lecteurs vont être torturés par vos textes, comme personne ne peut comprendre, vous allez toujours avoir l'opportunité de dire « Ah, mais vous devez travailler sur votre niveau comme lecteur, parce que, vous voyez, vous n'êtes pas au niveau de cette... Je trouve que la vraie littérature, c'est une littérature qui est à la fois profonde et simple. C'est ça le challenge. Bonsoir. De votre expérience, comment on peut écrire toujours de faire de l'écriture, ça sera comme une routine. Et pour moi, que je suis un garçon de 16 ans, est-ce que ce sera facile de publier une histoire ou non? Publié ou dans les journaux, publié dans un livre. Non, un livre. Oui. Merci. Je vous en prie. Non, mais si vous n'aimez pas la littérature suffisamment, c'est impossible de décider d'écrire tous les jours et de passer des heures. Vous pouvez prendre ça comme un test d'amour de la littérature. Si vous êtes... si vous aimez la littérature suffisamment, vous allez le faire. Sinon, vous ne serez jamais capable de faire cet effort. Pour publier maintenant, oui, c'est beaucoup plus facile de publier maintenant qu'avant. Maintenant, il y a un système où vous pouvez payer pour la première édition dans des maisons, beaucoup de maisons de publication acceptent que vous payez pour 1 000 ou 2 000 exemplaires au commencement de la première édition, vous serez publié.
Pour les journaux, c'est un peu plus difficile parce que la place de littérature dans les journaux n'est pas vraiment une place très importante. On annule toujours la page littéraire. Dès qu'il y a une bombe ou quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le président, on annule la page littéraire. Parce que, vous voyez, parce que c'est plus important de dire des nouvelles. Mais à la fin, c'est un combat. L'écriture, c'est un combat. Combat dans le sens que vous êtes en train de défendre, de prendre des positions et de défendre des valeurs humaines, et combat pour vous-même comme écrivain. C'est être capable de continuer, de dépasser toutes les barrières. Dans l'immeuble Yacoubian, vous avez critiqué. C'est difficile de voir parce qu'il y a. Mais c'est Mademoiselle Reda qui est en train de choisir. Dans l'immeuble Yacoubian, vous avez critiqué explicitement le système de corruption dans le Parlement égyptien. Qu'est-ce que vous avez encouragé à vraiment critiquer ce système sans totalement avoir peur et sans avoir peur de la censure à cette époque ou même avoir des ennuis avec la police? Non, mais c'est que quand j'écris, je n'ai plus peur. Et quand j'ai peur, je ne peux pas écrire. Tu vois, quand j'écris, je n'ai plus peur. Dès que je commence à écrire, je n'ai plus peur. Mais quand j'ai peur, vraiment peur, je ne peux pas me débarrasser de la peur, je ne peux pas écrire. Et je trouve ça normal parce que l'écriture et la peur sont des choses contradictoires. Vous écrivez d'une zone psychologique qui est absolument le courage. Vous voyez. B, c'était le problème avec le régime. J'avais tant de problèmes qu'un roman en plus, c'est pas grave. Vous voyez, j'étais membre de Harakat Kifaya, mouvement Ça suffit. J'écrivais j'étais parmi les premiers, on était 4, les premiers écrivains journalistes en Égypte qui ont critiqué M. Moubarak directement en citant le nom. C'était moi, Ibrahim Aïssa, Abdelhalim Andil et Magri Ahmed Hassin, nous les 4. Alors un roman, c'était pas grand-chose, surtout que les présidents en Égypte ne lisent pas la littérature. Ça, je vous jure que c'est... Personne n'a lu rien. On peut le voir et comprendre. Bon, merci beaucoup. Permettez-moi de mettre quelques points télégraphiques, si vous voulez. Vous êtes dentiste de profession et vous êtes écrivain. Comment ça se fait que vous êtes maintenant, entre parenthèses, militant, activiste politique? Et le domaine de littérature, l'influence de la littérature russe sur vous. Bon, si vous voulez, comment vous voyez la scène maintenant? Il y a la scène politique, il y a la crise économique, il y a des problèmes, il y a des gens qui se brûlent, comme avant. Il y a le problème en Libye, en Soudan du Sud, il y a la Syrie, l'Irak. Il y a des mouvements dans la vie politique. Votre vision, si vous voulez dire. On revient à la littérature. Vous pensez que ce sont les caractères qui vous contrôlent ou c'est vous qui contrôlez les caractères? Merci beaucoup. Non, merci, mais ce sont non, c'est les personnages. Comme je viens de dire, je commence par créer le personnage, mais à un moment donné, ils deviennent indépendants. Je suis un écrivain. C'était toujours mon rêve de vie d'être écrivain, mais je devais chercher un métier parce qu'être écrivain, surtout romancier en Égypte, vous ne pouvez jamais gagner votre vie. Alors, j'ai jamais regretté parce que c'était très utile. Ça m'a, grâce à ce métier, être dentiste, m'a aidé. C'est pour cela que j'ai été toujours un écrivain indépendant. J'ai jamais touché
un livre du gouvernement comme écrivain. Pas un seul livre. Alors, c'est que aussi vous avez cette expérience de vie. Vous occupez des gens, pas seulement que j'ai jamais été payé une seule livre du gouvernement, mais aussi parce que tu as cette expérience. Moi, j'écoute les gens, ils me disent, ils me racontent les histoires, j'essaye d'analyser les personnalités de mes patients. Je vois dans vos yeux, et c'est normal, la question, comment vous allez parler à vos patients avec la bouche ouverte. Ça, c'est une question qui est intelligente, oui. Mais la réponse, c'est que je suis un peu un dentiste différent. C'est que moi, je soigne les dents, mais aussi je fais des amis dans mon cabinet. Alors ils viennent, plusieurs fois ils viennent, après avoir soigné les dents, ils continuent à venir. Ils viennent et ils disent, non, on n'a pas envie on fait rien aujourd'hui, on fait rien. On peut boire un café ensemble, vous voyez, et parler. Alors, mon cabinet dentaire est un cabinet dentaire, mais aussi un lieu de rencontre humaine, si vous voulez. Alors, ça, c'est très important. Comme ça, vous avez... Je n'utilise pas les histoires directement racontées par mes patients dans Raymond, parce que c'est même contre la loi. Mais j'apprends à travers mes patients, à travers les gens qui viennent. Et la scène politique, j'écris, comme je viens de dire, un article hebdomadaire. Je ne suis pas content. Je suis pas content du tout. On est devenu plus loin de la démocratie. Hein. On est devenu plus loin qu'avant. Maintenant, c'est une dictature par définition, vous voyez. Et je ne dis pas quelque chose qui est drôle, parce que le président lui-même, il a dit, les gens qui demandent la démocratie, moi je pense il a dit ça, on peut appliquer la démocratie dans 20 ans, il a dit. Et dans un autre discours, il a dit dans 25 ans. Je pense qu'il a pensé que 20 ans ne sera pas sûr. Mais, alors je ne dis pas quelque chose. Le problème, c'est qu'on répète les mêmes fautes, hein, on répète les mêmes choses, et on attend des résultats différents. Vous voyez, on est dans cette histoire dès 1952. Le héros, le grand héros, le président, le leader imposé par le destin, je ne sais pas quoi, et à la fin, c'est toujours des fins qui nous ne rendent pas contents. Vous voyez, des fins. Alors moi, je m'inquiète, je me mets en colère parce que j'ai des collègues qui sont en prison, des gens qui sont des innocents qui n'ont rien fait. Et aussi, mais je suis optimiste. Pas grâce à ce régime, je suis optimiste grâce à la révolution qui continue et à la fin qui va réussir. Vous avez entendu Le le 11-11 11-11, oui. Mais je ne comprends pas très bien. Mais les gens ont absolument le droit de se manifester pacifiquement. Mais je n'ai pas les détails de cette histoire. Et je dis aussi que ce n'est pas nécessairement un jour, vous voyez, mais pourquoi pas le 10-11 ou le 12-11. Vous voyez On n'a pas oublié 11-11, c'est facile. Oui, très bien. Oui. À propos de votre expérience de l'écriture romanesque, vous aviez dit quelque chose de très intéressant. Vous aviez dit que vos personnages, très souvent, vous échappent. Et vous avez évoqué deux exemples que j'ai beaucoup aimés. L'exemple de Zaki et Boussaïn dans l'immeuble Yacoubia, et vous avez dit qu'ils ont décidé à votre insu, pendant que vous dormiez, de se marier, et que vous vous en êtes réjouis. Et vous avez évoqué l'exemple du boursier égyptien dans Chicago, qui avait longuement préparé son discours au président
et qui, le moment venu, n'a pas eu le courage de le présenter. Et là, vous étiez très compréhensif et vous avez dit « je comprends sa faiblesse ». Est-ce qu'il y a eu des exemples de personnages qui ont pris la fuite et qui se sont soustraits à votre contrôle, mais qui vous ont déçu et qui vous ont révolté? Oui, mais il y a toujours ça. Il y a des personnages qui sont sages, qui font des choses que j'aime, mais il y a des personnages terribles. Par exemple, Chicago, Ahmed Denena est une personne terrible, un personnage terrible, mais c'est un personnage vivant, vous voyez, et c'est un personnage qui décide pour lui-même, qui est vraiment un vrai voyou, c'est quelqu'un qui est préparé pour tout faire, pour le succès, pour l'argent et tout, mais il est vivant, je crois qu'il existe, vous voyez. Alors, il y a des personnages, par exemple, sa femme, elle faisait des choses qu'elle ne pouvait pas dire, mais moi, je savais, vous voyez, elle faisait l'amour avec lui parce que en rêvant d'autres hommes, d'un autre homme et tout, alors vous écrivez ça. Mais à la fin, c'est ça, ce que vous dites, ce qui est très important, votre question, c'est pourquoi je quitte. J'ai pas mal d'expérience, vous voyez, en écriture. Alors, maintenant, je sais rapidement, mais avant, je savais après. C'est que vous savez qu'il n'y a pas de vie dans ce texte, que ce sera un texte théorique. Vous voyez que je vais écrire des idées, pas vraiment un roman vivant. Et maintenant, je peux savoir dès le commencement. Mais avant, il y a 25 ans, par exemple, j'ai passé des mois et des mois, et après, à un moment donné, j'ai découvert que non, je ne veux pas écrire ce texte parce que c'est théorique. Je ne sens pas les gens. Alors, vous commencez dès le commencement et en écrivant, vraiment, ça devient de plus en plus visible qu'ils sont vraiment, ils existent. Et après, ils deviennent indépendants. Bonsoir, je m'appelle Noha Abderrassoul. Mon français n'est pas très bien, mais je veux essayer. J'ai deux questions. Vous avez dit aujourd'hui que la création, c'est la réalité plus l'imagination. La fiction. Oui. Moi, quand j'essaie d'écrire, j'écris seulement de la réalité. Je pense que je ne peux pas imaginer des choses. Alors, vous écrivez de la fiction, des textes? Oui, de fiction, mais j'essaie d'écrire de la fiction, mais des idées sont de personnages dans ma vie. Oui. Alors c'est difficile. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour avoir une meilleure imagination? Et la deuxième question, c'est vous avez choisi de rester un dentiste plus un écrivain. Alors, vous pouvez, votre avis, il est important d'avoir un autre métier plus. Oui. Je viens de dire que c'est très important d'avoir un autre métier comme écrivain, surtout dans un régime qui n'est pas démocratique. Surtout. Pourquoi? Parce qu'on essaye de vous acheter. Vous voyez, alors si vous êtes dentiste, si vous êtes chirurgien, si vous êtes avocat, vous écrivez, vous pouvez toujours dire non, parce que vous gagnez de votre métier. Mais si vous êtes seulement écrivain dans un régime, dans une dictature, ils vont essayer toujours de vous faire taire en vous achetant. Vous voyez, alors ça c'est pour la première chose, ça vient en écrivant. Vous voyez comment ça va venir. Vous parlez, si vous écrivez des nouvelles, si vous écrivez de la fiction, alors vous parlez de votre voisin, par exemple. Vous décrivez votre voisin. Ça, c'est la réalité. À un moment donné, vous allez dire, mais par exemple, un voisin qui doit être méchant
est-ce que c'est mieux qu'il soit, par exemple, gros ou qu'il soit maigre? Vous voyez, on a que les gens qui sont gros, normalement, il y a une tendance de réfléchir d'eux comme des gens qui sont plus gentils, qui sont moins, c'est pas vrai toujours, mais alors vous allez changer, hein, vous allez dire, mais je peux le faire comme ça. Ah, je connais un autre voisin. Alors vous allez, c'est la première expérience là, vous allez utiliser 2 voisins pour créer un personnage. Après, ça va venir. Ça peut être 3, ça peut être 4. Ah, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème. Alors, je peux vous donner comme ça des clés, comment on peut s'échapper de ces problèmes, parce que il y a des problèmes là. Surtout, il y a des problèmes même. Pas tous les gens acceptent le fait qu'ils sont décrits dans un roman d'une manière positive. Il y a des gens qui se fâchent. Vous devez utiliser la vie des gens. Ça, c'est très important. Bonsoir. Excusez-moi pour ma langue française est très mauvaise. ممكن عربي؟ اوكي. ايه رأي حضرتك في حصول بوب ديلان على جائزة نوبل للأدب السنة دي؟ بص انا يعني انا باخد يعني cette histoire de Bob Dylan, j'essaie de comprendre, vous voyez, j'essaie de comprendre. Je suis pas contre, mais j'essaie de comprendre parce que pour la deuxième fois, Nobel est en train de peut-être d'élargir le prospectif du prix parce que l'écrivaine, la journaliste russe de l'année passée, c'était comme ça, j'ai lu, c'est pas un roman, ce sont des reportages. C'est vrai que Garcia Marquez, que je considère parmi les plus grands de l'histoire, romancier de l'histoire, a dit qu'un reportage, c'est le cousin d'un roman, mais c'est pas la même chose, vous n'êtes pas votre cousin quand même. Alors j'essaye peut-être, ils ont une autre idée, j'essaye de comprendre. Je ne peux pas être que je suis contre. J'étais contre quand la question politique était plus importante. Je ne veux pas citer les noms des écrivains, mais il y avait des écrivains qui ont eu Nobel parce qu'ils étaient politiquement corrects, vous voyez. Et il y avait dans le même pays un écrivain beaucoup plus grand que ce monsieur qui a eu. Alors ça me rend vraiment misérable. Parce que je pense que Nobel, c'est une manière de faire de la promotion pour les grands écrivains. Alors on ne peut pas jouer avec ça. Mais peut-être c'est vrai que j'ai lu les livres le nom de la dame est très compliqué, mais de l'année passée. Mais c'est vrai que la fiction ou la littérature se constitue à travers les gens, les rencontres. Alors j'essaye de comprendre. Avec Bob Dylan, c'est la même chose, j'essaye de comprendre. Je ne sais pas, hein, ça va continuer comme ça. Bon, bonsoir. On a eu énormément de précisions de votre part sur le contenu de vos romans et j'aimerais savoir si vous n'avez absolument à aucun moment abordé la question de la forme de vos romans. Or, il me semble que les 3 romans dont nous avons parlé ce soir, Immeuble Yacoubian, Chicago, Automobile Club, n'ont pas du tout la même forme. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur comment, en fait, la forme romanesque que vous adoptez sert vos objectifs
en tant que romancier? Parce que jusque-là, on n'a pas du tout abordé cette question-là. Oui, c'était bien, c'est une question très intéressante, merci. Mais moi, je pense, c'est mon opinion qui n'est pas forcément la vérité, c'est mon opinion. Moi, je pense que c'est le contenu qui décide la forme, c'est pas le contenu. Et je pense que c'est très dangereux pour un romancier d'avoir un besoin à la tête d'une forme particulière en écrivant. Parce qu'il y aura quelque chose qui ne sera pas vrai en écrivant. Parce que j'ai une forme, vous voyez. Je pense que le contenu décide la forme. Et c'est mon expérience aussi, parce que mon premier roman était très différent en forme. Les papiers de Samandra étaient très différents. Alors moi, je pense que c'est le contenu qui décide la forme et pas le contraire. Et aussi, je suis pour la rose, sans la dissection de la rose. C'est une école qui parfois qui ne rend pas les critiques sur tous les professeurs de l'université de lettres qui ne sont pas toujours d'accord, mais je pense qu'on doit comprendre la littérature, on doit analyser la littérature, mais pas trop. Parce que si on analyse trop, il y a quelque chose qui se perd. Vous voyez, dans la beauté. La beauté, on doit toujours avoir quelque chose dans la beauté qui n'est pas très clair pour tout le monde. Vous voyez? Alors j'essaye tout le temps de faire attention. Pour moi, c'est pas une formule pour tous les écrivains. Ils ont absolument besoin ils ont absolument le droit d'écrire comme ils veulent. Mais moi, non, vraiment, c'est le contenu qui m'intéresse et la forme suit le contenu et pas le contenu. Bonsoir tout le monde. Vous venez de nous raconter une histoire là à propos de vos premiers romans, selon laquelle vous avez dit que on vous a proposé d'écrire un passage selon lequel vous n'êtes pas d'accord. Ma première question est la suivante. Est-ce qu'un romancier, quand il écrit, il n'a pas un personnage selon lequel il vit vraiment son environnement par rapport aux autres personnages? Je ne vous entends pas, je n'ai pas très bien entendu votre question. Alors, quand un écrivain, quand il écrit d'un personnage, il vit comme le personnage? Est-ce qu'il n'a pas un personnage dont il vit vraiment son environnement par rapport aux autres personnages? Et je veux dire, est-ce qu'il n'a pas un personnage dont il choisit vraiment que c'est vraiment lui ou bien le personnage principal du roman? Et ma deuxième question est... Ah oui, oui. Et ma deuxième question est qu'est-ce que vous proposez à ces jeunes gens ou ces jeunes étudiants qui sont là, à la façon dont on écrit un roman? Est-ce qu'on écrit un roman en lisant beaucoup ou en pensant beaucoup? Merci. Très bien. Non, les personnages s'approchent et s'éloignent de l'écrivain, ça dépend. Il y a toujours quelque chose de moi qui existe dans les personnages. Mais il y a des personnages qui sont très proches de moi, on a beaucoup de choses en commun, vous voyez. Mais si vous écrivez votre vie, votre propre vie, ce ne sera pas un roman, ce sera une autobiographie, vous voyez. Mais le roman, oui, par exemple, le jeune poète révolutionnaire dans Chicago, il est très proche de moi. J'ai étudié à Chicago, j'étais à son âge. Mais il dit, tu avais une maîtresse? Oui, c'est vrai. Oui. Alors, tu vois, mais il y a des gens qui sont loin. Par exemple, l'homme de politique corrompu, je suis très loin de cette image, j'essaie de découvrir. Alors, ça dépend. Mais je n'ai pas écrit pour écrire mon histoire.
Ma propre histoire, ça sera pas un roman. Hein. Mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas... mais parfois, l'autobiographie devient vraiment un texte littéraire formidable. La deuxième question était quoi? Pour les jeunes. Ah non, il faut beaucoup lire. Alors, ça, c'est incroyable. Qu'il y a des gens qui osent écrire sans rien lire. Ça, c'est incroyable. Je pense que c'est un petit miracle. C'est que quelqu'un qui vous dit, qui écrit, qui vous donne des livres, et vous posez une question, il n'a rien lu. Hein? Il n'a rien lu, pas de littérature du tout. Rien, non, pas Balzac, pas Zola, pas Camus, pas Dostoïevski, pas... Vous voyez? Et il continue à produire des romans. Ah, je trouve ça vraiment incroyable. Parce qu'on doit lire tout le temps. On ne doit pas, à mon avis, c'est très dangereux de lire des théories de littérature ou des théories critiques parce que ça va détruire quelque chose. Vous voyez? Mais l'école, la formule, c'est lire des grands romans tout le temps. Voilà, je crois que nous allons terminer là-dessus, sur ce conseil. Lisez. Alors, Alexandrie, vous avez de la chance. Vous avez ici la bibliothèque du centre d'Alexandrie. Vous avez la bibliothèque Alexandrina. Donc, lisez. Merci. Merci à vous, vraiment. Merci à vous. C'était bien, merci. Merci aux jeunes filles qui viennent de faire la lecture. Très bien lu. Merci à l'artiste qui les a accompagnés. Et nous aurons une séance de dédicace tout de suite, juste à l'extérieur du théâtre. Merci, bonne soirée. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وتعليق، ولمتابعة كل جديد اشترك الآن.